Salve et bienvenue dans Athenaeum Mysalun. Ici, l'histoire n'est pas une suite de dates figées, mais une mémoire vivante. Une mémoire faite de voix, de silence et parfois de révolte. Aujourd'hui, nous revenons sur un mouvement littéraire, politique et profondément existentiel. Pour comprendre la négritude, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle naît. Nous sommes au début du XXe siècle. L'empire colonial français s'étend sur plusieurs continents. Afrique, Caraïbes et Océan Indien. Dans ce système, des millions de personnes sont soumises à une hiérarchie raciale et culturelle. La langue française est imposée, les cultures locales sont souvent méprisées, invisibilisées ou folklorisées. C'est dans ce contexte que de jeunes intellectuels noirs arrivent en métropole, à Paris, pour étudier. Ils découvrent un paradoxe violent. Ils sont français sur le papier, mais pas pleinement reconnus comme tels dans les faits. Paris devient alors un lieu central. Dans les années 1930, des étudiants venus des colonies se retrouvent dans les mêmes cercles intellectuels. Ils lisent, débattent et écrivent. Mais ils partagent aussi une expérience commune, celle du rejet, du regard colonial et de l'assignation identitaire. C'est dans ce climat que naît une question fondamentale. Qui suis-je dans un monde qui refuse de me voir autrement que comme un autre ? Le terme négritude apparaît dans les années 1930, notamment sous la plume de Aimé Césaire, où il transforme un mot autrefois utilisé de manière péjorative en une affirmation, une reconquête symbolique. La négritude devient alors une réponse intellectuelle et poétique à la déshumanisation coloniale. Elle ne se contente pas de dénoncer, elle affirme. Affirmer l'existence, affirmer la dignité et affirmer une culture niée. 3 figures majeures structurent ce mouvement. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Damas. Chacun apporte une tonalité différente. Césaire avec une langue explosive, presque volcanique, dénonçant la colonisation comme une violence historique et psychologique. Senghor qui met en avant une vision plus universaliste, cherchant à réconcilier culture africaine et francophonie. Damas, plus acerbe, plus ironique, qui exprime la douleur brute de l'aliénation. Ensemble, ils donnent naissance à une littérature qui n'est pas seulement esthétique, mais politique. L'un des textes majeurs du mouvement est le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Dans ce poème lent, presque incantatoire, on retrouve une colère profonde contre le colonialisme, mais aussi une quête de soi. Ce n'est pas seulement un retour géographique, c'est un retour intérieur, un retour à une identité fragmentée qu'il faut reconstruire. La langue y devient un champ de bataille. Très vite, la négritude devient un mouvement influent mais aussi discuté. Certains lui reprochent de risquer de figer une identité noire comme une essence unique. D'autres y voient une étape nécessaire dans la reconstruction de soi face au colonialisme. Frantz Fanon apporte une lecture importante. Pour lui, la libération ne peut pas être seulement culturelle ou symbolique. Elle doit aussi être psychologique et politique. Il analyse comment le colonialisme agit sur l'esprit, sur l'image de soi et sur le langage intérieur. Ainsi, la négritude est à la fois un point de départ et un objet de débat. Avec le temps, la négritude dépasse les cercles littéraires. Elle influence les mouvements anticoloniaux en Afrique et dans les Caraïbes. Elle accompagne les luttes pour les indépendances. Elle devient aussi un symbole de fierté culturelle dans la diaspora africaine. Mais surtout, elle ouvre une question universelle. Comment reconstruire une identité quand celle-ci a été définie par d'autres ? Même aujourd'hui, la négritude résonne. Pas comme une réponse unique, mais comme une interrogation persistante. Elle nous oblige à réfléchir à la mémoire, à la langue, à la représentation. Et surtout, elle rappelle que l'histoire n'est jamais neutre. La négritude n'est pas seulement un mouvement littéraire du passé. C'est une parole qui continue de circuler. Une parole née de refus de l'effacement et de la volonté de se réinventer. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Athenaeum Mysalun. À travers les silences de l'histoire, les mémoires oubliées, les vérités longtemps étouffées, nous continuons ensemble à explorer le passé pour mieux comprendre le présent. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer aucun prochain récit. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire.